Cela dura des mois, et finalement, j'ai abandonné. Puis, un jour, elle a voulu 500 € pour une journée au spa, pour se détendre et se sentir appréciée. Je lui ai dit que je savais exactement ce que l'on ressent quand on est rejeté. Laissez-moi vous brosser le tableau de ce qu'était devenu mon mariage. Imaginez la scène, vous rentrez du travail, sincèrement enthousiasmé à l'idée de passer du temps avec la personne que vous avez épousée, pour n'être accueilli que par la même réponse, encore et encore. Trop fatigué, trop stressé, trop occupé à faire défiler son téléphone. Ça a commencé petit, comme toujours dans ces cas-là. Une invitation refusée à regarder un film ensemble. Un geste dismissif quand je suggérais une promenade. Le classique pas ce soir quand j'essayais d'initier une quelconque connexion physique. Au début, je me suis dit que c'était temporaire. Le stress du travail, des problèmes familiaux, juste une mauvaise passe que tous les couples traversent. Mais les mois se sont transformés en un schéma, et ce schéma est devenu notre nouvelle normalité. Chaque soir, j'essayais quelque chose de différent. Peut-être voudrait-elle préparer le dîner ensemble? Non. Elle avait déjà commandé à emporter et regardé des vidéos TikTok. Et si on s'asseyait sur le balcon pour parler de notre journée? Impossible. Elle envoyait des SMS à sa sœur à propos d'un problème. Envie d'aller au lit tôt ensemble? Elle devait rattraper son retard sur sa série Netflix. Les excuses étaient infinies, mais l'énergie était mystérieusement disponible pour tout, sauf pour moi. Elle passait 2 heures au téléphone avec ses amis, riant et animée. Elle restait debout jusqu'à minuit à regarder des séries en rafale. Elle avait l'énergie d'aller faire du shopping avec sa mère le week-end, l'énergie de poster des stories sur Instagram, l'énergie de se disputer pour savoir à qui c'était le tour de sortir les poubelles, mais si je demandais 10 minutes de conversation authentique? Trop épuisée. Suggérer une intimité? Elle était fatiguée toute la journée. Envie de sortir en rendez-vous? Elle devait se reposer ce week-end. J'ai tout essayé. J'ai planifié des dîners surprises, ramené son café préféré, proposé de lui faire des massages sans aucune attente. J'ai suggéré que nous voyions un conseiller conjugal. J'ai acheté des billets pour des spectacles qu'elle avait mentionné vouloir voir. Rien n'a fonctionné. Chaque geste était accueilli par le même mur d'indifférence enveloppé d'épuisement. Le tournant est survenu un mardi soir de septembre. J'étais rentré tôt, j'avais acheté les ingrédients pour son plat préféré et j'avais passé 1 heure à cuisiner. Quand elle est entrée, elle a à peine reconnu l'effort. Elle a pris une assiette, s'est assise sur le canapé et a commencé à regarder des vidéos YouTube en mangeant. Je me suis assis en face d'elle, attendant le moindre signe qu'elle voulait interagir. Après 20 minutes de silence, j'ai posé une simple question, « Comment s'est passée ta journée ?» Sans lever les yeux de son téléphone, elle a marmonné, « Bien, je suis juste vraiment fatiguée. » C'est là que j'ai réalisé. Je ne demandais pas la lune. Je n'exigeais rien d'irraisonnable. Je voulais juste avoir l'impression de compter pour la personne qui avait promis de m'aimer. Mais quelque part en chemin, j'étais devenu un bruit de fond dans mon propre mariage. Cette nuit-là, allongée dans mon lit tandis qu'elle faisait défiler son téléphone à côté de moi, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'en avais assez d'essayer, assez de courir après quelqu'un qui ne voulait clairement pas être rattrapé. Assez d'être la seule personne à se battre pour une relation devenue complètement unilatérale. À partir de ce moment, j'ai cessé de demander. Plus de suggestions de dîner, plus d'invitations au cinéma, plus de tentatives de conversation. Si elle voulait de la connexion, elle devrait l'initier elle-même. Je me suis concentré sur mes propres routines, mes propres intérêts, ma propre tranquillité d'esprit. Le changement fut subtil mais immédiat. J'ai commencé à lire davantage, à reprendre des hobbies que j'avais abandonnés, à passer du temps avec des amis que j'avais négligés en essayant de réparer un mariage qui ne pouvait pas être réparé par mes seuls efforts. Je n'étais ni en colère ni amer. Je redirigeais simplement mon énergie vers des choses qui me rapportaient quelque chose en retour. Pendant 3 semaines, elle n'a pas remarqué le changement. Pourquoi l'aurait-elle fait? Je continuais de payer les factures, de faire fonctionner la maison, d'être un adulte responsable. La seule différence était que j'avais cessé d'être son directeur de divertissement non rémunéré et son système de soutien émotionnel. Mais elle allait le remarquer, car parfois l'univers a le sens de l'humour, et il était sur le point de lui offrir le test parfait pour évaluer exactement la valeur de mon énergie et de mon attention pour elle.
Le test viendrait sous la forme d'une demande de 500 € qui allait révéler tout ce que j'avais besoin de savoir sur ma place dans mon propre mariage. 3 semaines après ma nouvelle approche de ne plus courir après la connexion, elle a finalement remarqué que quelque chose avait changé. Non pas parce que nos conversations lui manquaient ou qu'elle voulait passer du temps ensemble, mais parce qu'elle avait besoin de quelque chose de moi, et ce quelque chose coûtait 500 €. C'était un jeudi soir quand elle m'a abordé avec ce qu'elle pensait clairement être une demande raisonnable. J'étais dans la cuisine, en train de ranger après m'être préparé à dîner. Oui, juste pour moi, car elle avait mangé plus tôt en regardant YouTube, quand elle est entrée avec ce ton particulier qui signifiait qu'elle voulait quelque chose. J'ai réfléchi, commença-t-elle, appuyée contre le comptoir d'une manière qui autrefois me semblait décontractée, mais qui maintenant paraissait calculée. J'ai vraiment besoin de réserver ce forfait spa à la station thermale en ville. Tu sais, celui que ma sœur a recommandé. C'est une journée complète. Massage, soins du visage, tout le tralala. Je continuais de laver mon assiette, attendant qu'elle arrive au fait. C'est 500 €, mais honnêtement, j'en ai vraiment besoin. J'ai été tellement stressé dernièrement, et je mérite de me sentir apprécié et détendu. Elle fit une pause, s'attendant clairement à ce que je tende immédiatement mon portefeuille. Tu peux le mettre sur ta carte? L'audace était à couper le souffle. Voici quelqu'un qui n'avait pas eu l'énergie pour une conversation de 10 minutes avec moi depuis des mois, me demandant de financer sa détente parce qu'elle se sentait mal appréciée. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Je me suis retourné lentement, séchant mes mains sur le torchon, et les regarder avec ce qui était, j'en suis sûr, un sourire à peine contenu. Tu sais quoi? Je sais exactement ce que l'on ressent quand on ne se sent pas apprécié. Son expression changea légèrement, comme si elle essayait de savoir si j'étais sarcastique ou compatissant. Que veux-tu dire? Je veux dire, dis-je, accrochant le torchon avec un calme délibéré, je sais ce que c'est que de sentir que tes efforts ne comptent pas. De sentir que la personne qui est censée tenir le plus à toi n'a juste pas de temps pour toi. Elle cligna des yeux, ne faisant clairement pas le lien. D'accord, mais c'est différent. Je parle de vrais soins de soi. 500 €, ce n'est pas grand-chose pour toi. C'était là. L'hypothèse que mon argent était automatiquement son argent. Le dédain décontracté du montant comme si c'était de la petite monnaie. L'incapacité totale de voir le parallèle entre ce qu'elle demandait et ce que j'avais demandé. Ce n'est pas grand-chose, répétai-je, sincèrement curieux de sa logique. Dis-moi, quand as-tu dépensé 500 € pour nous la dernière fois? Pour notre relation? Pour quelque chose qui nous impliquait tous les deux. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. On pouvait pratiquement voir les engrenages tourner tandis qu'elle essayait de trouver une réponse qui n'existait pas. Ce n'est pas la même chose, dit-elle finalement, croisant les bras de manière défensive. Il s'agit de ma santé mentale. J'ai travaillé dur, géré le stress, et j'en ai besoin. Travailler dur, acquiesçai-je pensivement. Comme quand tu as passé 3 heures dimanche dernier à organiser ta collection de maquillage, ou quand tu as regardé cette série Netflix en rafale cette semaine? Ce genre de travail acharné? Son visage devint cramoisi. Tu es ridicule. Ce n'est que de l'argent. On peut se le permettre. Tu as absolument raison, dis-je, ma voix restant parfaitement égale. On peut se le permettre. Mais voici le problème. Les relations ne sont pas seulement une question d'argent. Elles sont une question de ce que nous pouvons nous permettre émotionnellement. Je la dépassai en direction du salon, puis me retournai. Pendant des mois, j'ai demandé quelque chose qui coûte 0 €, ton temps, ton attention, ton intérêt à partager une vie ensemble au lieu de juste partager les dépenses. Et à chaque fois, tu étais trop fatigué, trop occupé, trop stressé. Elle me suivit, sa voix montant. Alors maintenant, tu me punis? Tu vas être mesquin avec l'argent à cause d'un problème imaginaire? Imaginaire? Je m'assis dans mon fauteuil, celui où je passais plus de temps ces derniers temps puisque le canapé était toujours occupé par elle et son téléphone. Il n'y a rien d'imaginaire à être ignoré dans son propre mariage. Mais tu sais quoi? J'ai appris quelque chose d'important ces dernières semaines. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai appris que quand j'ai arrêté d'essayer d'attirer ton attention, j'ai arrêté de me sentir rejeté. Drôle, n'est-ce pas? Je pris mon livre sur la table d'appoint. Alors non, je ne financerai pas ta journée de détente. Non pas parce que je ne peux pas me le permettre, mais parce que je n'investirai pas dans quelqu'un qui n'investira pas en moi.
Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Elle resta là, essayant clairement de comprendre que son distributeur automatique de billets personnels venait de refuser sa transaction. « Tu ne peux pas être sérieux, dit-elle finalement. Pour une journée au spa? Tu vas détruire notre mariage pour une journée au spa. » Je levai les yeux de mon livre et la regardai droit dans les yeux. Je ne détruis rien. Je ne fais juste plus semblant qu'une relation unilatérale est réellement un mariage. Elle sortit de la pièce en trombe et j'entendis la porte de sa chambre claquer. Notre chambre. Techniquement, cependant, je dormais plus souvent dans la chambre d'amis ces derniers temps. Étonnant comme je dormais mieux quand je n'étais pas allongé à côté de quelqu'un qui faisait défiler son téléphone jusqu'à minuit. Les jours suivants allaient être intéressants, car j'avais le sentiment que mon refus de lui donner ma carte de crédit allait révéler exactement à quel point notre relation comptait pour elle quand elle ne pouvait pas être achetée avec mon argent. Le lendemain matin, elle a tenté le traitement du silence. Classique numéro 1 du manuel de manipulation, faire culpabiliser l'autre en se retirant et en agissant en victime. Elle se déplaçait dans la maison comme un fantôme, soupirant de manière dramatique chaque fois que j'étais à portée de voix, préparant son café avec une tristesse exagérée. J'ai préparé mon petit déjeuner, lu les nouvelles sur ma tablette et me suis préparé pour le travail exactement comme n'importe quel autre jour. Pas d'excuses, pas de tentatives pour améliorer son humeur. Pas de questions sur ce qui n'allait pas. J'ai joué à ce jeu pendant des années, et j'étais officiellement à la retraite. Le soir, lorsque le traitement du silence n'eut pas l'effet désiré, elle passa à la tactique numéro 2, le voyage de la culpabilité avec renfort. J'ai parlé à ma sœur aujourd'hui, annonça-t-elle alors que je rentrais du travail. Elle trouve ça vraiment bizarre que tu ne me laisses pas avoir un peu de temps pour moi. J'accrochai ma veste et me dirigeai vers la cuisine. Lui as-tu raconté toute l'histoire? Comment tu n'as pas eu le temps de parler à ton mari depuis des mois, mais que tu as bizarrement le temps pour des soins au spa coûteux? Ce n'est pas le problème, répondit-elle sèchement. Il s'agit de toi qui essaies de me contrôler avec de l'argent. Contrôler? J'ouvris le réfrigérateur et sortis les restes du repas que je m'étais préparé la nuit précédente. Tu es libre de dépenser ton propre argent pour ce qui te rend heureuse. Je ne le financerai juste plus. Mon propre argent? Sa voix monta d'une octave. Nous sommes mariés. C'est notre argent. Perspective intéressante, dis-je en réchauffant mon repas. Alors, quand as-tu contribué à notre argent pour la dernière fois? Quand as-tu fait des heures supplémentaires pour aider avec nos dépenses? Quand as-tu sacrifié quelque chose que tu voulais pour que nous puissions nous permettre quelque chose dont nous avions besoin? Elle ouvrit la bouche puis la referma. Nous savions tous les deux la réponse. Elle avait un emploi à temps partiel qui couvrait à peine ses dépenses personnelles, tandis que je gérais le prêt immobilier, les services publics, l'épicerie, l'assurance et tout le reste qui maintenait notre vie en marche. C'est différent, dit-elle faiblement. Je contribue d'autres manières, comme... J'avais sincèrement envie d'entendre cette explication. Le silence s'étira jusqu'à ce qu'elle change de tactique. D'accord, je vais aller chez ma mère jusqu'à ce que tu retrouves la raison. D'accord, dis-je simplement en prenant une bouchée de mon dîner. D'accord? Elle sembla stupéfaite. C'est tout? Tu vas juste me laisser partir? Je ne te laisse rien faire. Tu es une adulte. Si tu veux partir parce que je ne te donne pas 500 € pour une journée au spa, c'est ton choix. Je la regardai calmement. Mais peut-être que pendant que tu seras là, tu pourras réfléchir si tu es contrarié parce que je te manquerai ou parce que ma carte de crédit te manquera. Cela fit mouche. Son visage passa par une série d'expressions avant de se fixer sur la colère. Au cours des jours suivants, elle a déployé toutes les armes de son arsenal. Elle a appelé ma mère, essayant de la convaincre de me raisonner. Ma mère, Dieu la bénisse, a écouté poliment puis lui a dit que les mariages nécessitaient des efforts des deux côtés. Échec. Elle a contacté mon meilleur ami, me décrivant comme soudainement contrôlant et déraisonnable. Il me connaissait assez bien pour poser des questions pointues. Et quand elle n'a pas pu expliquer pourquoi une journée au spa était plus importante que de réellement travailler sur notre relation, il est resté poliment en dehors. Deuxième échec. Elle a même essayé de recruter nos voisins, mentionnant nonchalamment lors de leur conversation dans le jardin que j'étais difficile avec l'argent. Mais voici le problème quand on essaie de faire passer quelqu'un pour le méchant alors qu'on a tort, ça se retourne généralement contre soi. Notre voisin a juste semblé confus et a dit quelque chose comme quoi j'avais toujours semblé être un homme raisonnable. Troisième échec. Le week-end,
elle devenait désespérée. J'avais maintenu ma nouvelle routine, travail, salle de sport, lecture, cuisiner pour moi, et en fait, profiter de la paix. Je n'étais ni en colère ni vindicatif. J'avais juste fini de participer au dysfonctionnement. Samedi matin, elle a essayé une approche différente. Elle m'a préparé du café et me l'a apporté pendant que je lisais sur le balcon. Écoute, dit-elle, s'asseyant en face de moi. Peut-être qu'on a mal commencé avec cette histoire de spa. Et si on faisait un compromis? Je trouverais un forfait moins cher, peut-être 300 € au lieu de 500 €. Je la regardais par-dessus ma tasse de café. Tu manques complètement le coche. Alors explique-moi. Le problème, ce n'est pas le montant de l'argent. Le problème, c'est que tu veux que j'investisse dans ton bonheur alors que tu n'investis rien dans le mien. Tu veux que je finance ta détente alors que tu ne peux pas te donner la peine de te détendre avec moi. Tu veux que je t'aide à te sentir apprécié alors que tu as passé des mois à me faire me sentir invisible. Elle se tortillait d'inconfort. Je ne savais pas que tu ressentais ça. Oui, tu le savais. Je te l'ai dit plusieurs fois. J'ai suggéré des soirées en amoureux, des conversations, des séances de thérapie, des escapades le week-end. Chaque suggestion a été rejetée parce que tu étais trop fatigué, trop occupé à faire autre chose. Mais d'une manière ou d'une autre, tu as l'énergie de faire des recherches sur les forfaits spa et de planifier comment dépenser mon argent. Elle resta silencieuse un long moment. Alors, qu'est-ce que tu attends de moi? Rien, dis-je, et je le pensais. Je voulais une femme qui était intéressée à être mariée à moi. Quelqu'un qui valorisait notre relation suffisamment pour y mettre de l'effort. Mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas vouloir ça pour nous deux. Tu es en train de dire que tu veux divorcer? Je suis en train de dire que ce que nous avons maintenant n'est pas un mariage. C'est moi qui finance ton style de vie pendant que tu vis comme une célibataire qui se trouve partager mon adresse. Je me levai, finissant mon café. Quand tu auras compris ce que tu veux réellement de cette relation, au-delà du soutien financier, fais-le-moi savoir. Alors que je rentrais à l'intérieur, je l'entendis commencer à pleurer. Mais pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas ressenti l'envie de la réconforter, car j'avais appris quelque chose d'important, on ne peut pas réparer quelqu'un qui ne pense pas être brisé. Et elle était sur le point d'apprendre quelque chose aussi, que les conséquences sont réelles, même quand on les a évitées pendant des années. Le lundi soir, les renforts sont arrivés. Sa mère a appelé pendant le dîner, et je pouvais l'entendre à travers le téléphone de l'autre bout de la pièce. Apparemment, c'était maintenant une urgence familiale nécessitant une intervention. Ta belle-mère veut te parler, dit-elle en me tendant le téléphone comme s'il s'agissait d'une assignation à comparaître. Je finis de mâcher ma bouchée de pâte et pris calmement le téléphone. Bonjour. Eh bien, bonjour, l'étranger, dit la voix trop douce qui signifiait que j'allais me faire sermonner. J'entends que toi et ma fille avez des problèmes à propos d'un petit soin au spa. Pas exactement, dis-je. Nous avons des problèmes à cause du fait que votre fille veut que je paie pour qu'elle se sente appréciée alors qu'elle n'a montré aucun intérêt à apprécier notre mariage. Il y eut une pause. Eh bien, c'est une façon très dure de le dire. Le mariage, c'est donner et prendre, et parfois nous devons être compréhensifs quand notre conjoint a besoin de quelque chose. Vous avez absolument raison, acceptez-je. La compréhension va dans les deux sens. Quand a-t-elle été compréhensive la dernière fois pour quelque chose dont j'avais besoin? Une autre pause. Plus longue cette fois. Je suis sûr qu'elle. Eh bien, le mariage n'est pas toujours 50-50e. Parfois c'est 60-40e. Parfois. Parfois c'est 0. L'interrompais-je doucement. Et ce n'est plus un mariage. Je lui rendis le téléphone et continuai de manger pendant qu'elle avait une conversation chuchotée et animée avec sa mère. D'après ce que je pouvais saisir, ça ne se passait pas comme elle l'avait prévu. Le mardi, ses amis de travail sont entrés en scène. Elle avait apparemment râlé à propos de mon changement soudain de comportement à quiconque voulait bien l'entendre. Mais voici ce à quoi elle ne s'attendait pas, certains d'entre eux me connaissaient par les événements sociaux de l'entreprise et les fêtes de fin d'année. Son ami a appelé ce soir-là, ostensiblement pour prendre de mes nouvelles. En quelques minutes, il est devenu clair qu'elle cherchait des informations à rapporter. Mais quand j'ai expliqué la situation calmement et factuellement, la conversation a pris une tournure intéressante. Attends, dit lentement son ami. Tu lui as demandé de passer du temps ensemble, et elle continue de dire qu'elle est trop fatiguée, mais elle a l'énergie de sortir avec nous 2 fois par semaine?
C'est ça. Et maintenant elle veut que tu paies une journée au spa parce qu'elle se sent mal appréciée, mais elle ne fera rien pour que tu te sentes apprécié. Exactement. Il y eut un long silence. Honnêtement, ça a l'air assez unilatéral quand tu le dis comme ça. L'information lui est parvenue rapidement. Elle était furieuse que sa propre amie ait, en substance, pris mon parti, mais je pouvais voir les choses se mettre en place. Peut-être que le problème n'était pas que j'étais déraisonnable. Peut-être que le problème était que des gens raisonnables pouvaient voir la situation clairement. Mercredi apporta l'option nucléaire, des menaces déguisées en ultimatum. Elle me coinça dans la chambre pendant que je me préparais pour le travail. J'ai réfléchi à toute cette situation et je pense que nous devons établir des règles de base. J'écoute. D'abord, cette phase de punition que tu traverses doit cesser. Tu es mesquin et ça nuit à notre mariage. Je continuai à boutonner ma chemise. Quelle est la deuxième règle? Deuxièmement, tu dois recommencer à te comporter comme un mari. Cela signifie me soutenir quand j'ai besoin de quelque chose, sans m'interroger pour savoir si je le mérite. Et troisièmement, si tu ne peux pas faire ces choses, alors peut-être que nous devons sérieusement considérer si ce mariage fonctionne. Je me tournai pour lui faire face entièrement. Tu menaces de divorcer parce que je ne te donnerai pas 500 € pour une journée au spa. Je menace de divorcer parce que tu es devenu quelqu'un que je ne reconnais pas. L'homme que j'ai épousé n'aurait pas hésité à me rendre heureuse. Tu as raison, dis-je en prenant mes clés. L'homme que tu as épousé était un lâche qui a confondu être utilisé avec être aimé. Mais il a appris quelque chose d'important, on ne peut pas rendre heureux quelqu'un qui refuse d'être heureux avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que pendant des mois, j'ai essayé de te rendre heureuse avec des conversations, des rendez-vous, de l'attention, de l'affection. Rien de tout cela n'a fonctionné. Mais au moment où j'ai arrêté d'essayer, tu t'es soudainement soucié de notre mariage au point de lancer des ultimatums. Je me dirigeais vers la porte. Demande-toi ce que cela dit sur ce que tu apprécies réellement. Ce soir-là, elle tenta la dernière arme de son arsenal, utilisant l'intimité physique comme monnaie d'échange. Elle s'était maquillée, coiffée, et portait quelque chose que je trouvais autrefois attirant. Je me disais, dit-elle, assise sur le bord de mon fauteuil pendant que je lisais. Peut-être que nous avons tous les deux été un peu têtus dernièrement. Et si nous renouions ce soir et que demain nous parlions de ce forfait spa? L'offre était claire, du sexe en échange de 500 €. La nature transactionnelle de la chose était si flagrante, c'était presque insultant. Je retirai doucement sa main de mon épaule. J'apprécie l'offre, mais je ne suis pas intéressé par l'intimité achetée. Acheter? Ce n'est pas ce que c'est. N'est-ce pas? Tu proposes une connexion physique à condition que j'accepte de te donner de l'argent. C'est littéralement la définition d'une transaction. Son visage devint rouge. Tu es ridicule. Les couples mariés font des compromis. De vrais compromis, oui, mais ce que tu décris n'est pas un compromis. C'est de la prostitution avec un certificat de mariage. Elle partit en trombe, non sans lancer une dernière pique. Ne viens pas pleurer quand tu réaliseras ce que tu as perdu. J'ai failli rire. Ce que j'avais perdu? J'avais perdu des nuits blanches à me demander pourquoi ma femme ne voulait pas passer du temps avec moi. J'avais perdu le rejet constant et le sentiment d'être invisible dans ma propre maison. J'avais perdu l'épuisement d'être la seule personne à travailler sur notre relation. Ce que j'avais gagné était bien plus précieux, le respect de soi, la tranquillité d'esprit, et la clarté de voir que certaines personnes ne vous valorisent que pour ce que vous pouvez leur apporter. Elle était sur le point d'apprendre que les ultimatums ne fonctionnent que lorsque l'autre personne a peur de perdre ce qu'elle a. Et je n'avais plus peur de perdre une relation qui avait déjà été perdue des mois auparavant. Jeudi soir, elle rentra à la maison avec des armes nucléaires, pas des vraies, mais l'équivalent émotionnel. Des larmes, des accusations et le genre de scène dramatique conçue pour vous faire céder juste pour que ça s'arrête. Je n'en peux plus, annonça-t-elle, jetant son sac et s'effondrant sur le canapé comme si elle venait de courir un marathon. Toute cette situation me détruit. Je levai les yeux de mon livre. Quelle situation? Ne joue pas l'idiot. Tu sais exactement ce que tu fais. Tu me punis, tu me contrôles, tu essaies de me briser jusqu'à ce que je devienne une petite femme soumise qui ne demande jamais rien. La projection était époustouflante. Je te contrôle en ne te donnant pas d'argent pour une journée au spa? Tu me contrôles en me refusant de l'affection, en changeant les règles de notre mariage sans préavis,
en te transformant en une étrangère froide qui ne se soucie pas de mes besoins. Je fermai mon livre et lui accordai toute mon attention. Laisse-moi te demander quelque chose. Au cours des 6 derniers mois, combien de fois as-tu initié une conversation avec moi qui ne concernait pas quelque chose que tu voulais ou dont tu avais besoin? Ce n'est pas juste. Combien de fois as-tu suggéré que nous fassions quelque chose ensemble? Combien de fois as-tu demandé comment s'était passée ma journée et as-tu réellement écouté la réponse? Combien de fois as-tu montré un quelconque intérêt pour mes pensées, mes sentiments ou ma vie au-delà de ce que je peux te fournir? Elle ouvrit la bouche, puis la referma, son visage passant par la colère, la confusion et quelque chose qui aurait pu être de la réalisation. C'est différent, dit-elle. Enfin. Je montre mon amour d'autre manière. Nommant une. Je tiens la maison propre. Tu paies quelqu'un pour nettoyer la maison. Avec mon argent. Je fais la lessive. Une fois par semaine, tes propres vêtements. Je fais les miens séparément. Je cuisine. Tu commandes des plats à emporter et tu réchauffes des plats surgelés. Quand as-tu réellement cuisiné quelque chose à partir de zéro pour la dernière fois? Chaque réponse la frappait comme un coup physique. Elle était à court de déviation et nous le savions tous les deux. C'est insensé, dit-elle, sa voix montant. Tu comptes les points comme un comptable. Le mariage n'est pas censé être transactionnel. Tu as absolument raison. Le mariage n'est pas censé être transactionnel, alors pourquoi le traites-tu comme tel? Pourquoi ton affection est-elle conditionnée à ce que je dépense de l'argent pour toi? Pourquoi ton temps et ton attention sont-ils rationnés comme une ressource limitée qui doit être méritée? Je ne fais pas ça. Il y a 3 semaines, tu as proposé de coucher avec moi si j'acceptais de payer ta journée au spa. Si ce n'est pas transactionnel, qu'est-ce que c'est? Son visage pâlit. Ce n'est pas. Je n'étais pas. Tu n'offrais pas littéralement une intimité physique en échange d'argent, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Le silence s'étira entre nous comme un abîme. Je pouvais voir son esprit travailler, essayant de trouver un moyen de recadrer la situation pour se rendre à nouveau victime. Alors, qu'est-ce que tu dis? Demanda-t-elle finalement. Que tu ne m'aimes plus? Je dis que j'ai aimé quelqu'un que je croyais exister. Quelqu'un qui était intéressé à construire une vie ensemble, pas seulement à vivre de la vie que j'ai construite. Quelqu'un qui voyait le mariage comme un partenariat, pas comme un arrangement commercial où je fournis un soutien financier en échange du privilège d'être ignoré. Ce n'est pas ce que je suis, n'est-ce pas? Dis-moi ce que tu aimes chez moi qui n'est pas lié à ce que je fais pour toi ou ce que je te donne. Dis-moi ce que tu trouves intéressant chez moi en tant que personne. Dis-moi une chose sur ma vie intérieure, mes rêves, mes peurs, mes espoirs pour notre avenir ensemble. Elle me fixa et je pus voir le moment où elle réalisa qu'elle ne pouvait pas répondre. Le silence était assourdissant. Nous sommes ensemble depuis des années. Bien sûr, je connais ces choses. Nommant une. C'est ridicule. Tu es impossible. Je suis honnête. Et le fait que tu ne puisses pas répondre à une simple question sur qui je suis en tant que personne nous dit tout ce que nous avons besoin de savoir sur ce mariage. Elle commença à pleurer alors, mais ce n'était pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de frustration de quelqu'un qui avait été pris au piège et ne pouvait pas s'en sortir par la parole. Alors, que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-elle à travers les larmes. Tu vas juste jeter notre mariage à la poubelle pour une journée au spa. Je ne jette rien. Je reconnais enfin ce que nous savons tous les deux. Il n'y a pas de mariage ici à jeter. Il y a un arrangement financier avec des dépenses de vie partagées et des contacts physiques occasionnels. Mais un mariage, un partenariat, un amour qui ne vient pas avec une étiquette de prix. Je me levai, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Tu veux tellement cette journée au spa? Vas-y et réserve-la. Utilise ton propre argent. Prends un prêt. Demande à ta mère. Lance une collecte de fonds. Je m'en fiche. Mais j'en ai fini de faire semblant que notre relation est quelque chose qu'elle n'est pas. Tu veux divorcer? La question sortit à peine un murmure. Je veux un mariage, un vrai, avec quelqu'un qui est réellement intéressé à être marié à moi, pas seulement marié à mon compte bancaire. Je la regardai droit dans les yeux. Si ce n'est pas quelque chose que tu peux offrir, alors oui, le divorce est probablement la chose la plus gentille que nous puissions faire l'un pour l'autre. Elle me regarda comme si elle me voyait pour la première fois. Et peut-être que c'était le cas.
Pendant des années, j'avais été tellement concentré à essayer de la rendre heureuse que j'avais oublié de me demander si j'étais heureux. J'avais été tellement inquiet de la perdre que je n'avais jamais considéré si ce que je me battais pour conserver valait réellement la peine d'être conservé. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle finalement. Prends tout le temps dont tu as besoin. Mais comprends que la réflexion ne changera pas le problème fondamental ici. On ne peut pas réparer une relation dans laquelle une seule personne veut être. Tandis qu'elle marchait vers la chambre, je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois, le soulagement. Non pas parce que notre mariage se terminait, mais parce que j'avais enfin cessé de prétendre qu'il fonctionnait. Parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est d'admettre que l'amour ne suffit pas quand il ne coule que dans une seule direction. 6 mois plus tard, je suis assis dans mon café préféré, profitant réellement de mon samedi matin au lieu de passer mon temps à marcher sur des œufs autour de quelqu'un qui me considérait comme un distributeur automatique de billets avec des sentiments. Le divorce a été prononcé le mois dernier, et honnêtement, ce furent les 500 € les mieux dépensés de ma vie. Elle a bien réservé cette journée au spa, d'ailleurs. Elle a utilisé sa carte de crédit, accumulé des dettes qu'elle ne pouvait pas se permettre, et a passé toute la journée à poster des stories Instagram sur le bien-être et le fait de se faire plaisir. L'ironie ne m'a pas échappé, elle a trouvé l'énergie de documenter chaque moment de sa relaxation pour les réseaux sociaux, mais n'a jamais trouvé 5 minutes pour demander comment s'était passée ma journée. La procédure de divorce a révélé tout ce que j'avais besoin de savoir sur qui elle était vraiment. Lorsque son avocat a suggéré qu'elle avait droit à une pension alimentaire parce qu'elle avait sacrifié sa carrière pour le mariage, j'ai failli éclater de rire. Sacrifier quelle carrière ? Elle travaillait à temps partiel dans une boutique et passait la plupart de ses heures de travail à envoyer des SMS à des amis. Mon avocat a présenté un tableau clair, j'avais soutenu une personne dépendante adulte, pas une épouse. Le juge a semblé être d'accord. Elle a récupéré ses effets personnels et la moitié de ce que nous avions accumulé pendant le mariage, moins ce que je pouvais prouver avoir payé indépendamment. C'était juste, clair et définitif. Le meilleur, c'est que la maison est devenue calme, dans le bon sens du terme. Plus de soupirs dramatiques depuis le canapé. Plus de commentaires passifs-agressifs sur l'argent. Plus besoin de me sentir obligé de justifier mon désir d'une connexion humaine fondamentale de la part de la personne qui avait promis de m'aimer. J'ai gardé la plupart de nos amis communs, principalement parce que lorsque les gens ont entendu la vraie histoire, ils ont compris. Il s'avère que demander à votre conjoint de payer pour votre détente tout en refusant de se détendre avec lui semble assez ridicule à la plupart des gens raisonnables. Elle a bien sûr essayé de revenir, 3 fois, en fait. La première fois, c'était 2 semaines après qu'elle ait déménagé, quand la réalité de payer ses propres factures l'a frappée. Elle est arrivée avec des larmes et des excuses, disant qu'elle avait réalisé à quel point je lui manquais. Quand je lui ai demandé ce qui lui manquait précisément, elle n'a pas pu me donner de réponse qui n'impliquait pas ma contribution financière à son style de vie. La deuxième fois, c'était un mois plus tard, quand elle a appris par des amis communs que j'avais l'air plus heureux. Elle voulait arranger les choses et a suggéré une thérapie de couple. Je lui ai dit que j'avais déjà fait le travail. J'avais appris à me valoriser suffisamment pour ne pas accepter des miettes d'attention de quelqu'un qui aurait dû me donner tout son cœur. La troisième fois, c'était la semaine dernière, quand elle a découvert que j'avais commencé à fréquenter quelqu'un. Elle a appelé en pleurant, disant qu'elle avait fait une terrible erreur et demandant si nous pouvions réessayer. J'ai écouté poliment puis lui ai posé la même question que 6 mois plus tôt, qu'est-ce que tu aimes chez moi qui n'est pas lié à ce que je peux faire pour toi ? Elle n'a toujours pas pu répondre. Ma nouvelle relation est tout ce que mon mariage n'était pas. Nous cuisinons ensemble et parlons réellement pendant le repas. Elle me pose des questions sur mon travail parce qu'elle est sincèrement intéressée, pas parce qu'elle attend son tour pour parler. Quand je suggère de regarder un film ensemble, elle ne prend pas automatiquement son téléphone. Plus important encore, elle contribue non seulement financièrement, bien qu'elle insiste pour partager équitablement les dépenses, mais aussi émotionnellement. Elle initie des conversations, planifie des rendez-vous, montre de l'affection sans rien attendre en retour. C'est choquant de voir combien d'énergie on a pour la romance quand on est avec quelqu'un qui est réellement intéressé à être romantique avec vous. La différence est le jour et la nuit. Avec mon ex-femme, j'avais l'impression de passer constamment une audition pour le rôle de mari digne. Avec ma petite amie, j'ai l'impression d'avoir déjà obtenu le rôle et que nous construisons quelque chose ensemble. Les gens me demandent si je regrette le divorce, si je pense que nous aurions pu y arriver avec une thérapie ou plus d'efforts. La réponse est simple, on ne peut pas conseiller quelqu'un à se soucier de vous.
On ne peut pas se sortir d'une relation unilatérale à force d'efforts. Et on ne peut absolument pas réparer quelqu'un qui pense que le seul problème est que vous avez cessé de financer son style de vie. Cette demande de 500 € pour la journée au spa a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Non pas parce qu'elle a mis fin à mon mariage, mais parce qu'elle m'a forcé à voir ce qu'était réellement mon mariage, un arrangement commercial où je fournissais une sécurité financière en échange du privilège d'être toléré. L'amour véritable n'a pas de prix. Un vrai partenariat ne vous oblige pas à prouver votre valeur avec votre portefeuille. Et le véritable respect de soi signifie savoir quand il faut s'éloigner de quelqu'un qui ne valorise que ce que vous pouvez lui donner, pas qui vous êtes. J'ai appris que dire non à la journée au spa, c'était en fait dire oui à moi-même. Oui à être valorisé. Oui au respect mutuel. Oui à une relation où les deux personnes sont présentes, pas seulement une personne payant pour que l'autre soit présente occasionnellement. Certaines personnes pensaient que j'étais dur, que je jetais un mariage à la poubelle pour de l'argent. Mais il n'a jamais été question d'argent. Il s'agissait de reconnaître enfin que je méritais mieux que de passer ma vie à mendier de l'attention de quelqu'un qui avait déjà abandonné notre relation. Ces jours-ci, je dors mieux, je souris davantage et j'ai de vraies conversations avec quelqu'un qui me trouve assez intéressant pour poser son téléphone. J'ai plus d'argent, plus de paix et plus d'affection véritable que je n'en ai eu depuis des années. Et mon ex-femme, aux dernières nouvelles, elle cherche toujours quelqu'un pour financer sa relaxation pendant qu'elle essaie de comprendre pourquoi ces relations ne fonctionnent jamais. Il s'avère que quand vous arrêtez d'accepter moins que ce que vous méritez, vous créez de l'espace pour ce que vous voulez réellement. Le meilleur échange que j'ai jamais fait.